Bon, bah, je pense que je vais démarrer la masterclass. Bonsoir à tous, merci d'être venus et merci d'avoir pris le courage de venir assister à une thématique qui est souvent considérée comme étant difficile. Donc on va parler ce soir de traitement numérique du signal. Alors je ne vais pas vous faire un cours magistral sur les bases et comment ça fonctionne et toutes les intrications qui sont derrière. Je vais surtout parler de mon retour d'expérience sur le développement de la machine Manati, qui est d'ailleurs à disposition sur le stand Fraise Lab. Donc vous pouvez à tout moment venir la tester et prendre le temps, voir ce que ça donne, comment sont implémentés les algorithmes, du moins avec vos oreilles. Alors j'avais choisi de parler de ce sujet-là parce que la démarche était un petit peu différente de ce que j'ai eu l'occasion de faire. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai pu travailler pour différentes compagnies sur différents projets. Et c'est vrai que j'ai été impliqué dans des développements de machines du côté analogique, mais aussi du côté digital. Moi, mon expérience, elle est plutôt du côté digital parce que j'ai fait beaucoup de programmation avant. Et c'est vrai que mes premiers algorithmes, c'était pas vraiment comment dirais-je, c'était pas vraiment de l'électronique analogique que je faisais, c'était des algorithmes que j'écrivais. Et là, en fait, je voulais revenir sur cette partie-là, mais en reprenant l'approche DSP, c'est-à-dire reprendre les technologies qui étaient utilisées dans les années 90-2000 principalement pour l'audio et voir comment les gens avaient réussi à développer les algorithmes qu'on a trouvés dans des machines qui sont mythiques comme le Virus, comme le Nord, et comprendre en fait quels compromis ont été pris et que ça dirige un petit peu le développement. Donc voilà, donc je vais faire le plan. Donc on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est le DSP et la DSP. On va parler de qu'est-ce qui est spécifique aux processeurs DSP, pourquoi ils ont été utilisés pour l'audio et qu'est-ce qui les différencie de d'autres technologies. Ensuite, on va voir un petit peu quelles sont les architectures qu'on peut avoir à disposition aujourd'hui pour faire des nouvelles machines, quels sont les avantages, les inconvénients et pourquoi moi j'ai choisi de revenir sur une technologie un petit peu ancienne pour développer le Manati. Les contraintes que ça implique par rapport au développement du projet, parce que bon, bien sûr, on est libre créativement d'implémenter les algorithmes qu'on veut, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas facilement faire, donc on va parler de ça. Après, on va plus s'intéresser au Manati en lui-même, le set de features qui devait être implémenté dans les ressources dédiées, les restrictions toujours pareil qui sont liées à la DSP par rapport au set de features que moi j'avais planifié au départ pour cette machine. Et ensuite, on va développer quelques aspects du traitement du signal, c'est-à-dire les challenges qui sont arrivés au développement de la machine, pourquoi certaines approches se sont révélées bien pour ce type d'implémentation et pourquoi d'autres n'étaient pas forcément idéales. Et quelques spécifiques par rapport à cette machine. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi j'essaierai d'y répondre au plus que je peux. Voilà. Alors, on va revenir au début. Alors, qu'est-ce que c'est le DSP? En français, on dit traitement du signal, tout simplement. Donc, il y a deux choses. Quand on utilise le terme DSP, on se réfère soit au traitement du signal ou soit au processeur dédié, qu'on appelle aussi Digital Signal Processor. Donc, c'est une technologie qui commence à être ancienne maintenant, puisque la première apparition des DSP, c'était fin des années 70, début des années 80. Alors là, moi, j'ai mis l'exemple d'un chip de chez TRV. Alors, on ne peut pas appeler ça vraiment un DSP, mais c'était le premier multiplicateur intégré, parce qu'il faut savoir que la plupart des systèmes séquentiels à l'époque, bon, on avait le séquenceur de programme, l'unité de décodage et tout ça. L'arithmétique, c'était souvent soit des additions, soit du décalage de bits, mais la multiplication en intégré, sans utiliser du logiciel pour finalement calculer, ça commençait à arriver. Et donc, du coup, on faisait des puces séparées pour ajouter au système de calcul la possibilité de faire une multiplication. Alors, c'est délirant aujourd'hui, hein, puisque maintenant, bon, tous les processeurs peuvent faire des divisions sur des matrices ou des opérations bien plus compliquées que ça. Mais fin des années 70, eh ben, on arrivait à intégrer sur un chip la possibilité de faire des multiplications. Donc ça a commencé la mouvance DSP, et le DSP était principalement utilisé dans le domaine de la défense, avec les systèmes de communication, les systèmes de radar, où il fallait remplacer des systèmes analogiques parce que compliqués, parce que pas suffisamment de bandes passantes, parce que pas suffisamment fiables. Et donc ça permettait de faire tout un tas de décodage, d'encodage
qu'on ne pouvait pas faire auparavant ou difficilement avec une technique un petit peu plus analogique. Et s'en est suivi de ces développements la possibilité d'intégrer ça dans le matériel électronique grand public. Alors même si à l'époque, bon, début des années 80, ça commence à devenir grand public, tout ce qui est par exemple appareils liés à la télévision ou bientôt à l'arrivée des téléphones, les DSP étaient très importants dans cette période-là. Alors là, j'ai mis la photo d'une carte de développement du Motorola 56K. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que ce qui a changé un petit peu dans le moment où l'industrie de la musique a adopté finalement ce type de technologie de manière générale pour faire des produits à grand volume, c'est quand Motorola a sorti son 56K parce qu'il y avait beaucoup d'avantages spécifiques. Alors bien sûr, il y avait aussi des composants dédiés, il y avait d'autres architectures, mais ça a vraiment démocratisé le développement numérique sur ces plateformes embarquées. Alors voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Parce que vous avez tous entendu parler de processeurs, vous en avez tous dans votre poche, vous en avez tous dans votre voiture, dans vos ordinateurs. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur une architecture DSP et pourquoi on la différencie d'une architecture classique? Donc en général, c'est parce qu'on a une partie qui permet de faire des calculs qui a été optimisée pour un certain type d'opération. Et alors, le type d'opération qu'on souvent on réfère, c'est l'opération de type MAC, c'est-à-dire Multiply Accumulate, c'est-à-dire vous prenez deux nombres, vous les multipliez ensemble et vous additionnez ça à un registre qui conserve le résultat précédent ou qui peut être effacé. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que dans toutes les opérations linéaires de calcul, quand on vient calculer des matrices, quand on vient calculer des filtres, quand on vient calculer des polynômes, multiplier deux nombres et l'ajouter au suivant, c'est l'opération qu'on va faire de façon la plus régulière. Et de ce principe-là, se sont développés des blocs qui ont été intégrés dans un processeur classique qui peut exécuter des instructions et fournir cet aspect calcul qui n'était pas disponible avant. Alors, ont été ajoutés à ça la possibilité de faire des calculs de type fractionnaire, c'est-à-dire de bien déporter la virgule quand la multiplication a été effectuée, aussi de pouvoir accumuler le résultat des multiplications dans un espace qui est plus grand que les opérandes, parce que, bon, quand on multiplie deux nombres ensemble, bien sûr, si vous multipliez deux nombres 16 bits, ça résulte dans un nombre 32 bits. Bon, si vous prenez le signe, en général, vous multipliez deux nombres 15 bits, vous allez avoir 31 plus un bit de signe, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous accumulez plusieurs nombres, au bout d'un moment, ça déborde. Donc il faut avoir un espace de stockage qui soit plus important. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans les processeurs généralistes, dont le format des données est bien aligné sur les bus de données internes, alors que dans les DSP, il est commun d'avoir, par exemple, en entrée deux nombres 16 bits et d'avoir un résultat en 40 bits. Alors le résultat en 40 bits, on ne va pas l'utiliser immédiatement tel quel, mais on va pouvoir dire, OK, moi je vais prendre les 32 bits ou les 16 bits de ce nombre-là, et pour ça, on va pouvoir saturer. Et ça, c'est aussi une opération que les DSP offrent. C'est-à-dire que quand on va faire une addition et que l'addition devient trop grande pour le stockage, au lieu de faire ce qui se passe souvent dans les unités de calcul des processeurs, c'est-à-dire déborder, c'est-à-dire qu'on a ajouté tellement que finalement, on a fait un tour complet du compteur, donc votre nombre positif devient négatif, ce qui est très problématique. C'est ce qu'on appelle en audio, c'est plus du clipping, là, c'est comment on appelle ça, de l'overflow. Et donc, c'est très désagréable et on ne peut pas utiliser un résultat comme ça. Alors, bien entendu, ce clipping-là, il est brutal, mais ça simplifie beaucoup les traitements qui sont liés à l'audio. Et en addition de ça, en général, on va trouver aussi un bloc d'arrondi, parce que, bon, là, la technologie dont on parle, c'est les DSP qui ne fonctionnent pas en virgule flottante, en virgule fixe. Et donc, les calculs ont une résolution, et souvent, on veut extraire une valeur qui a une résolution plus faible, et donc il faut faire un arrondi. Et donc toutes ces parties-là, c'est-à-dire l'addition suite à la multiplication, l'arrondi, la saturation, et en général, dans un processeur générique, c'est quelque chose de séparé, donc ça va être des instructions supplémentaires. Donc là où dans un DSP, vous allez faire une instruction pour faire votre multiplication, votre addition et votre saturation, dans un processeur classique, en général, il va falloir faire 3-4 opérations. Donc, dans un terme bande passante, c'est-à-dire pour exécuter la même formule mathématique, il va falloir beaucoup moins de cycles de calcul sur un DSP que sur un processeur généraliste.
Il y a un aspect dont je n'ai pas parlé, et j'ai mis au-dessus, c'est l'accès aux données. Souvent, dans les processeurs de calcul qui sont utilisés, vous avez une mémoire. Alors, elle peut être utilisée pour le programme ou les données, ça peut être deux mémoires séparées, mais il faut imaginer que si vous voulez multiplier deux nombres et les additionner, il va falloir peut-être 3 accès mémoire. Et alors, si vous, en plus, vous venez enregistrer le nombre, il va falloir 4 accès mémoire. Et ça, c'est un problème sur les architectures classiques, parce que 4 accès mémoire, ça veut dire qu'il va falloir occuper le bus de données qui vient accéder à votre mémoire 4 fois avant de pouvoir exécuter l'opération. En général, sur un DSP, on le fait en une fois parce qu'il y a des bus séparés. Donc une fois que vous avez additionné tous ces aspects, c'est-à-dire le fait d'être capable d'accéder plusieurs fois à la mémoire en un cycle dans des espaces séparés, de faire plusieurs opérations qui sont l'accumulation, la saturation, l'arrondi en un cycle, eh ben on a beaucoup plus de puissance de calcul pour le même nombre de cycles. Alors, c'est à mettre en relation du fait que les processeurs aujourd'hui vont plus vite, donc ils ont une cadence plus... et que maintenant, certains processeurs généralistes offrent ce type de fonctionnalité. Mais ça, c'était à l'origine uniquement dans les DSP dédiés. Donc là, c'est très généraliste. Il existe bien sûr des architectures qui sont encore plus spécifiques, avec plus de modules, et qui permettent de faire en un seul coup d'horloge plus de calculs. Mais ça, c'est vraiment la base de ce que vous allez trouver dans une puce qui va s'appeler DSP. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les différentes architectures pour quelqu'un qui voudrait développer un produit aujourd'hui, enfin un produit, un instrument, une table de mixage ou quelque chose relatif à l'audio ou traitement du signal ou de l'image. Donc il y a principalement... moi, j'ai listé trois catégories, il y en a d'autres. On peut aussi faire, comme nos amis à Yamaha, nos propres puces. Bon, je ne rentre pas là-dedans parce que moi, ce n'est pas mon domaine. Mais en gros, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des MCU. Donc, ce que beaucoup d'instruments aujourd'hui ont, c'est-à-dire des processeurs de type ARM ou microcontrôleurs de type ARM plutôt. Donc, ils ont quand même beaucoup d'avantages, ceux-ci. C'est qu'ils sont très disponibles aujourd'hui. Le coût est très bas parce qu'on va les retrouver dans tout l'équipement électroménager, dans la voiture, dans la maison, enfin c'est disponible partout. Il y a surtout un super support technique de la part des sociétés, la documentation est facile à comprendre, enfin tout est moderne dans quelque sorte. Et souvent, l'avantage, c'est qu'ils arrivent avec de la mémoire intégrée. Donc pour quelqu'un qui conçoit un système, il suffit d'une puce pratiquement, et on a le cœur du système qui est directement sur la carte. Il n'y a pas besoin de s'étaler avec de la mémoire additionnelle, des périphériques séparés. Alors, bon, le problème, c'est que la performance est limitée par rapport au nombre de coups d'horloge et par rapport à la consommation, bien que, encore une fois, on tend vers des processeurs généralistes qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus optimisés, de plus en plus rapides et de plus en plus économes en termes d'énergie. Donc c'est à relativiser. Et souvent, le type de structure que j'ai présenté avant ne sont pas inclus, même si, encore une fois, de plus en plus les constructeurs poussent, notamment dû au traitement d'image, à l'IA, d'avoir ces instructions d'intégrer dans les corps classiques. Alors, après, il y a la solution FPGA. Donc la FPGA, c'est vous construisez en quelque sorte votre processeur au niveau logique. Alors c'est très intéressant parce que ça va permettre de créer en réalité les blocs qui vont vous permettre de faire le traitement du signal, mais en fonction de votre application. Donc vous allez avoir la liberté de quasiment designer les blocs par rapport au calcul que vous voulez faire, et vous allez avoir aussi la liberté de mettre ces blocs en parallèle pour pouvoir dire, ok, moi je veux calculer non pas un filtre, j'en veux 16 à la fois, donc si j'ai la place, je vais dupliquer 16 fois mon bloc, et être capable d'organiser mon flot de données pour pouvoir bénéficier de cette technique et de ce hardware. Alors le principal problème, c'est que c'est énormément de travail. Donc si vous voulez aller à ce niveau de détail de conception, là, il faut investir beaucoup de temps. Donc moi, c'est des choses que j'ai testées. J'ai fait du VHDL avant.
Je vois très bien les avantages et comment on pourrait l'utiliser. J'en suis pas capable en termes de ressources. Parce que là, il faudrait passer beaucoup, beaucoup de temps pour avoir quelque chose je pense, qui soit vraiment utilisable. Et ça veut dire que vous faites finalement le travail de la personne qui va designer le processeur. Alors, peut-être pas jusque-là, parce qu'il existe aussi des FPGA qui ont des processeurs intégrés ou des soft-core. Et donc, peut-être que le plus intéressant dans ce cas-là, c'est de designer juste des blocs qui seraient utiles pour vos calculs et les ajouter. Mais ça reste quand même pas mal de travail. Un des soucis aussi majeurs, c'est que ces technologies elles fonctionnent avec des outils qui sont extrêmement propriétaires. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous choisissez une technologie, vous allez être quand même très bloqué par elle. Donc il faut être certain que l'investissement en temps que vous allez faire pour développer votre propre architecture, vous allez pouvoir étaler avec un certain nombre de machines et être sûr que vous allez pouvoir fonctionner avec ces puces et ces outils pendant un certain temps. Donc voilà. Et souvent, un FPGA, ça ne tourne pas tout seul. Il faut des périphériques externes, il faut de la mémoire externe, il faut de la RAM externe pour pouvoir utiliser les algorithmes, même si, encore une fois, aujourd'hui, il y a des fabricants de FPGA qui ajoutent des blocs de mémoire dans les circuits pour faciliter l'intégration. Et puis après, il y a les DSP. Donc là, les DSP, on tombe en termes de prix. Alors, bien sûr, il y a tout un range. Hein. Il y a des DSP à 2 euros, il y a des DSP à 50 euros. Mais on peut trouver des solutions qui sont pas chères, qui ont une très bonne performance en termes de puissance de calcul par rapport à l'horloge, et avec toutes les instructions de traitement du signal qui sont nécessaires et dont je vous ai présenté avant. Par contre, souvent, ce qui se passe, c'est que ces CPU ils sont tellement dédiés qu'on perd la connectivité. C'est-à-dire que tous les périphériques que vous allez trouver sur des processeurs généralistes, par exemple pour gérer, je ne sais pas moi, l'USB, pour gérer la SD card, pour gérer des ports de communication, bah, sur les DSP, bien que, encore une fois, il y a des DSP avec des fonctionnalités additionnelles, on ne va pas les trouver. Donc à la limite, dans certains systèmes, il va falloir ajouter un deuxième processeur généraliste pour gérer ça, un peu comme on le ferait peut-être avec un FPGA, sauf si on a un soft-core. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais moi j'ai choisi du coup de partir sur le magnétisme pour le DSP, parce qu'on avait aussi une rupture dans les processeurs généralistes pendant la période Corona, et la machine a été développée pendant le Corona, et moi j'étais pas si certain de pouvoir après livrer, donc je me suis dit, bon, on va prendre plutôt une architecture de type DSP, qui est peut-être plus disponible, parce que industriellement parlant, bon, tout le monde ne les utilise pas, c'est un petit peu plus obscur, et on ne va pas être bloqué par finir le design et être incapable de produire. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais c'est ce que moi j'ai choisi pour cette machine. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça ou... Oui. Tu as pas parlé des GPU, c'est hors sujet? Alors, GPU, on pourrait... moi, j'ai pas encore compris comment c'était facile d'organiser les algorithmes pour avoir une latence qui soit relativement courte. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents dans le domaine que moi. Là. On parle plutôt de GP, GPU. GP-GPU? Ouais, c'est General Purpose. C'est des GPU qui ne sont pas faits que pour l'image. Pas que pour l'image, qui sont faits pour le calcul, ouais. Eh ben, adressez-vous à... Comment tu t'appelles? Voilà, Thibaut qui sera, je pense plus... Non, je ne suis pas compétent là-dessus. Ça serait possible en théorie. Oui, ça existe. Ça existe. C'est plus le buzz de on fait tourner nos algos sur du GPU. En fait, la technologie, elle est vraiment vers plus de sortir. J'ai vu qu'il y avait une société qui essayait de faire des bibliothèques sur GPU audio. Mais il y avait une société qui avait fait des cartes son, qui avait fait ça aussi, qui avait fait tourner des modèles sur... Mais est-ce que ça a été réglé, du coup, les histoires de latence ou pas? Parce que le problème de ces architectures où il y a plein de cœurs et tout ça, c'est qu'en général, tu balances un gros buffer pour pouvoir fournir toutes les données pour tous les... Mais du coup, plus ton buffer est gros, ben, plus tu as de la latence, quoi. Donc, bon, je sais pas. Honnêtement, je suis pas compétent là. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Donc moi je suis revenu sur une architecture relativement ancienne sur le Manati, j'ai pris un DSPIC. Alors le DSPIC c'est un truc un petit peu bancal dans le sens où ça fonctionne en 16 bits. Donc c'est comme la première slide que je vous avais montré avec les opérants dans 15 bits et tout ça. Donc c'est à peu près pareil, c'est à peu près la même structure. L'avantage c'est qu'ils ont sorti pendant le Corona ou juste avant le Corona, une version dual core.
donc qui permettait sur le même chip d'avoir 2 applications qui tournent en parallèle. Et ça, c'était pratique parce que ça permet d'avoir un cœur qui est dédié à l'interface, à la gestion de l'écran, des potentiomètres et tout ça, et un cœur qui fait que du calcul audio. Bon, dans la réalité, moi j'ai découpé ça autrement. Le premier cœur fait de l'interface, mais il fait aussi les effets. C'est-à-dire que toutes les voix du synthé sont rendues sur le deuxième cœur. Par contre, les effets sont rendus sur le premier cœur. Donc ça permet d'équilibrer aussi le calcul. Donc voilà. Alors, ce qui était bien par rapport à cette architecture-là, c'est qu'il y a beaucoup de flash. Donc du coup, en termes de code, on peut rentrer beaucoup d'applicatifs, beaucoup d'effets, Donc ça, c'était pratique. Et voilà, ce que j'ai listé, pas besoin d'un deuxième MCU, puisqu'il y avait le dual core. Et le code exécute de la RAM. Donc l'avantage, c'est qu'en termes de prédiction, c'est-à-dire de savoir combien de temps de calcul on a disponible pour le code à exécuter dans notre buffer audio, eh ben c'est tout le temps la même chose. Donc en réalité, si nos calculs passent bien, ils passeront tout le temps. Donc on ne va pas avoir de problème où on va se retrouver dans l'impossibilité de calculer quelque chose parce qu'on avait mal estimé le temps. Donc ça, c'est bien. Voilà, et je voulais juste mettre un benchmark pour vous donner une idée, la techno que j'ai choisie, et ça c'est un vieux benchmark, hein, ça date de 2011, donc c'est là où j'ai ma petite flèche rose, donc ça je ne sais pas si c'est des MIPS ou si c'est des core mark, mais enfin on est vraiment en bas, bien sûr, il y a bien entendu il y a des architectures, notamment les Texas qui fournissent beaucoup plus de puissance de calcul, bon, avec des outils de développement et des toolchains qui sont plus compliqués à utiliser que moi, celles que j'ai utilisées. Et pour être honnête, au développement du Manati, je ne me sentais pas aller déployer quelque chose sur un C5000. Je l'avais fait une fois, j'ai pas une très bonne expérience, mais bon. Donc moi, j'étais resté sur une architecture qui était pas si puissante que ça, mais en réalité, on est à peu près sur les 56K de Motorola en termes de puissance de calcul pure. Donc au final, on se retrouve avec la même patate que dans un Nordlead 2 ou quelque chose comme ça. Alors, le Manati, moi je l'ai développé comme étant une machine qui soit multitimbrale, donc avec 4 parties, et qui soit facile d'accès pour les gens qui font du jam, c'est-à-dire qui viennent avec un séquenceur. Oui, pardon ? Excusez-moi, j'ai juste une petite question. Pour la programmation, c'est plutôt du coup de l'assembleur ou plutôt de la programmation C++? Alors j'y viens dans les slides après, je répondrai à cette question. Donc vraiment accessible directement pour pouvoir créer ces sons facilement. Moi je pensais que c'était intéressant aussi de recommencer à développer là-dessus parce que la plupart des synthés qui étaient basés sur les 56K sont maintenant en rupture de stock, enfin ils sont plus produits ou sont plus distribués, donc il y avait aussi un trou par rapport à ce type de machine. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis les fin des années 90 jusqu'à maintenant en termes d'algorithmes audio. On est beaucoup plus clair sur comment générer l'aliasing, comment gérer l'aliasing, comment faire des bonnes modélisations mathématiques pour des choses qu'on va aborder après. Donc en fait, les maths ont évolué, entre guillemets, et les implémentations ont évolué, donc il y avait quand même des choses à faire. La possibilité que maintenant, avec le multicore ou la puissance qui a été accrue, qu'on puisse intégrer aussi des outils de mixage et des effets dans les machines et pas juste faire un synthé qui sort des voix, qu'on puisse aussi rajouter de la reverb, des délais mixés correctement, quoi. Et que le prix de ce type de technologie a bien entendu chuté, puisque c'est ce que je vous disais, moi, les DSP comme ceux dans le Manati, en volume, on peut les acheter pour 3-4 euros, donc, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Donc ça permet aussi de faire des machines qui sont moins chères, avec une performance qui est équivalente ou supérieure. Et puis moi, c'est un peu mon dada, donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Ça, c'est l'architecture du Manati, en quelque sorte. Donc c'est ça que je voulais faire passer en interne. Donc la machine a 16 voix au maximum. Elle a 2 sources audio que vous voyez au début. Là, une source qui est basée sur un générateur de type spectral, un générateur qui fait des modèles de type Dancy, Pulse et tout ça, rig modulateur, noise, 2 filtres, un module de saturation, un délai et quelques effets qui sont globaux. La reverb, elle n'est pas dedans, mais elle apparaît quand même elle est dans la machine.
Et donc là, j'ai découpé parce que, effectivement, il y a des choses qui sont par voie. Donc, par exemple, les filtres et bien sûr le module de saturation sont par voie. Mais par contre, le délai et les écus sont par partie et la reverb sont globales. Donc ça a été fait aussi pour économiser un petit peu en puissance de calcul parce que je me suis rendu compte au cours de développement que je ne serais pas capable de faire une reverb par partie ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des petits compromis qui ont été faits. Mais grosso modo, il fallait réussir à rentrer ça dans mon DSP dual-core à 100 MHz. Donc c'était un petit challenge quand même. Et donc voilà, donc ça c'est à peu près ce que j'ai dit. Alors, pour économiser en performance, moi ce que j'ai fait, c'est que toutes les modulations ne sont pas par voie. Par exemple, il y a des LFO qui fonctionnent par voie, mais il y a des LFO qui fonctionnent par partie. Alors ça a quand même un avantage musicalement, c'est que si on veut avoir des modulations qui sont synchronisées, eh ben on l'a automatiquement parce que voilà, votre LFO, il appartiendra à la partie. Et si on veut des modulations par voie, eh ben on peut les récupérer sur les LFO et les enveloppes qui sont par voie. Alors, la synthèse spectrale, donc, qui est la base en fait, du moteur audio, on va peut-être l'écouter, hein, puisqu'elle est branchée la machine. Alors, je vais juste me mettre... Alors comment ça marche? Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer immédiatement, mais on part d'un spectre de référence, donc il y a un ensemble d'harmoniques. Imaginez les tirettes d'un orgue. Donc là par exemple on n'a qu'une seule tirette, c'est la fondamentale, mais on peut avoir plusieurs tirettes de levée. Et ces tirettes-là, en fait, elles vont modéliser un spectre avec un certain nombre d'harmoniques qu'on va pouvoir transformer en forme d'onde grâce à une forme de reconstruction. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu la FFT, on applique la forme d'onde sinus sur les harmoniques, et là, on va être capable d'appliquer d'autres types de formes d'onde. Donc là, par exemple, si je mets un spectre un petit peu plus évolué, là j'ai ma sinus, maintenant je peux utiliser une dent de scie pour reproduire ce spectre, je peux utiliser une carrée, ou je peux utiliser des fenêtres. Donc qui vont avoir un effet assez différent. Et pour pouvoir ajouter de la variété, parce que là finalement c'est un orgue, hein. Je vais peut-être pas mettre autant de release. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des outils qui vont permettre de moduler le spectre. Alors je vais faire ça. Filtrer un peu. Donc par exemple, il y a un outil de formant. Alors, je vais le faire ici. Alors ça va peut-être s'entendre encore mieux si je mets des fenêtres. Ou un sinus. C'est un peu fort. Donc ça c'est un outil qui permet de changer le spectre. Il y en a un autre, la rotation, je peux vous faire à côté. Et alors il y a un outil aussi qui s'appelle l'inversion. Alors on va peut-être monter un petit peu dans les aigus. Et alors ça, quand on le combine avec un oscillateur de type classique, on va avoir des sonorités qui sont très intéressantes. Je vais essayer de moduler un petit peu. Je suis un peu bloqué parce que le clavier ne peut pas changer les octaves. Alors, donc ce type de sonorité qu'on obtient avec ce genre d'architecture. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, une fois que le gros du moteur audio a été implémenté, ce qui était important aussi de se rendre compte, c'est que comme on a quand même des ressources limitées,
il fallait en permanence gérer l'allocation de ces ressources, parce que ce qui peut se passer, c'est que quand vous êtes en train d'éditer un patch, par exemple, et les nodes tournent, bah, vous changez la complexité du patch. Par exemple, si vous ajoutez un oscillateur, si vous changez de filtre et tout ça, et ce qui peut se passer, c'est que bah, voilà, on se retrouve à court de performance, et donc il fallait implémenter des systèmes qui permettent voilà, d'estimer ça et de supprimer des voix si effectivement on se retrouvait à court de performance. Sinon, on aurait des glitches audio, et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc voilà, donc ça c'était un des challenges. Un autre challenge par rapport à cette architecture, c'est que comme on n'a que 16 bits, il faut faire très gaffe à la dynamique. Donc ça, je vais en parler un petit peu après. Et les histoires de connectivité dont j'avais parlé, dues à la technologie DSP qui ne permettait pas sur ce type d'architecture d'avoir ce qu'il fallait pour ça. Alors je voulais faire juste une petite pause là pour comparer un petit peu l'analogique et le digital, parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent pas mal de machines analogiques, ou alors on commençait sur des machines analogiques, et souvent j'entends une distinction franche entre les machines digitales et les machines analogiques. Bon, la distinction, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui avec les nouveaux plugins qui sont sortis, là, on arrive à des modélisations qui sont excellentes. Il n'y a plus beaucoup de différences. Alors, si on vient chercher dans des cas très spécifiques, si on vient gratter le dernier coin, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont différentes. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était un parallèle entre les problématiques qu'on avait dans le domaine analogique et les problématiques qu'on avait dans le domaine digital. Et en réalité, il y a des choses qui sont très très proches, voire équivalentes. Par exemple, quand vous concevez des circuits analogiques, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a du bruit de fond. Le bruit de fond, il est souvent dû, si par exemple vous avez du gain aux résistances, parce qu'elles ont en fait un bruit thermique, donc ça c'est dû à la physique des matériaux, et bien ça vous allez retrouver ce type de bruit au niveau du bruit de quantification. Alors souvent, quand on travaille, je ne sais pas moi, en 24 bits ou en 32 bits, le niveau de bruit il est tellement faible qu'il ne compte pas, mais quand on travaille sur des machines avec des résolutions de type 16 bits, et que vous avez des chaînes d'amplification, je sais pas moi, vous avez de la résonance sur votre filtre, vous avez du gain dans votre equalizer et tout ça, et ben ce bruit de fond il va remonter, et il est un peu similaire à ce que vous auriez avec votre bruit de fond obtenu par les résistances dans votre préamplificateur. Donc c'est assez rigolo, parce que le Manati, si on pousse les gains, à un moment on va entendre ce bruit blanc, et en fait ça vient pas des convertisseurs, ça vient juste des erreurs mathématiques qui sont dues à la quantification. Le SNR, là, donc le rapport signal-bruit que vous allez avoir sur une machine analogique, vous allez le retrouver en digital avec le bit def. Si vous avez 16 bits de résolution, vous avez 96 dB de dynamique. Vous n'allez pas pouvoir aller en dessous, parce qu'après, vous tapez, vous ne pouvez plus le représenter, et vous êtes au niveau du bruit de quantisation. Donc c'est à peu près similaire au rapport signal-bruit que vous allez trouver dans le domaine analogique. Au niveau du sample rate, donc quand on définit par exemple la fréquence d'échantillonnage, je ne sais pas moi, 44K, 48K, vous allez avoir un problème similaire dans le domaine analogique qui va être, par exemple, quand vous avez une chaîne avec des AOP, le slew rate va être limité, c'est-à-dire que vos amplis, ils ne vont pas pouvoir réagir aussi rapidement que vous voulez. Alors là, il y a quand même une certaine différence, c'est qu'en analogique, voilà, les conséquences elles vont être un peu moins désastreuses de ce qui va se passer en digital avec le repliement, mais ça reste des choses à peu près similaires. Et pareil, bon, bah voilà, en digital, on va avoir du clipping, en analogique, on va avoir de la distorsion. Si on dépasse les rails en analogique, c'est-à-dire vos tensions d'alimentation, ou en digital, bah, le nombre de bits qui était alloué pour représenter le nombre. Donc en fait, les choses sont très très proches. Et donc, on ne peut pas vraiment dire il y a un son digital ou un son analogique. En fait, ça va vachement dépendre de comment vous allez construire vos circuits en termes analogiques et comment vous allez construire vos algorithmes et vos applications en termes digital. Donc, on ne peut pas vraiment mettre une séparation pure et franche entre les deux approches. Alors, ça, c'est moi les problèmes que j'ai rencontrés pendant le développement du Manati. Alors attends, que je fasse gaffe aussi au temps, que je ne sois pas trop loin. Alors, les trois principaux aspects que j'ai rencontrés comme difficultés, enfin les trois grosses difficultés que j'ai rencontrées dans le développement du Manati, et c'est les difficultés générales quand on fait de la synthèse des DSP, c'est la gestion des transients.
Alors la gestion des transients, c'est quand vous avez des changements rapides de signaux. Donc imaginez par exemple, vous voulez construire un oscillateur de type dent de scie ou même carré, vous allez avoir des transients, c'est-à-dire le moment où votre signal va sauter d'une valeur à l'autre très rapidement. Alors ça pose des problèmes parce que il faut tout le temps que votre signal soit généré en bande limitée. C'est-à-dire que si vous représentez votre signal sur 48 kHz, eh ben, il ne faut pas que l'harmonique qui est d'harmonique générée qui soit supérieure à 24 kHz. Et ça, c'est une limite dure parce que si vous essayez d'aller au-delà, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir d'autres fréquences qui vont arriver qui ne sont pas directement, enfin qui sont en relation avec la fréquence originale, mais avec la différence de la fréquence de Nyquist. Donc ça, il faut faire très attention. Alors l'avantage, c'est que bon, il y a énormément de solutions par rapport à ça. Elles sont connues, elles sont documentées. Il y a eu plein de papiers. On trouve tout un tas d'implémentations open source. Donc on peut régler ça en faisant des tables de transients. On peut régler ça en faisant des calculs de polynômes. On peut régler ça avec des résonateurs. On peut faire de la synthèse additive. Il y a plein de façons de résoudre ça. Donc moi, dans le Manati, ça fonctionne principalement avec des tables précalculées parce que c'est le plus simple et ça permet d'utiliser l'architecture... Enfin, dans mon cas, ça permet d'utiliser le fait d'accéder facilement à la mémoire de manière séparée. Je lis des tables et voilà. Alors après, il y a l'intégration. L'intégration, ça, c'est un problème quand vous passez d'un modèle analogique à un modèle numérique. Par exemple, vous faites un filtre. Vous avez, prenons le filtre de base. Vous avez sûrement dû voir une résistance, un condensateur. Ça fait un filtre passe-bas. Eh ben, c'est un système qui est temporel, dans le sens où votre condensateur qui vient filtrer les fréquences avec la résistance, eh ben, son état change dans le temps. Donc il y a une intégration, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, votre condensateur il va se charger ou il va se décharger suivant le signal en entrée et suivant son état. Ça, c'est un problème, parce que si vous voulez modéliser l'intégration dans le domaine numérique, en fait, le domaine numérique, comme il est échantillonné, le temps n'est pas continu. Mais votre intégration dans le domaine analogique, elle fonctionne tout le temps. Donc ça, c'est un problème qui a été résolu. Donc on utilise principalement l'intégration trapézoïdale. Bon, ça a plein de noms, hein. Ça s'appelle l'approche de Tustin, la transformation bilinéaire. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé principalement pour faire les algos de type filtre et tout ça. C'est-à-dire que j'ai repris des montages que j'ai fait dans le domaine analogique, que j'ai simulé, et qu'après j'ai transformé en utilisant ces systèmes d'intégration pour pouvoir arriver à des algorithmes que je puisse implémenter. Et alors le troisième problème, et qui est plus difficile, enfin que moi je n'ai pas vraiment de solution idéale par rapport à ça. Alors, il y a peut-être des papiers qui sont plus récents que ce que je connais, mais c'est les sidebands, c'est-à-dire que quand vous commencez à moduler du signal avec des fréquences qui peuvent être plus ou moins rapides, ou que vous faites par exemple un module de distorsion ou des choses comme ça, vous allez générer une traînée d'harmoniques ou des harmoniques qui viennent s'écarter de votre fréquence de base. Et celles-ci, elles peuvent aussi se retrouver soit au-dessus de la moitié de la fréquence d'échantillonnage, soit en dessous. Donc ça, c'est un problème. Moi, je ne connais pas vraiment de solution réelle par rapport à ça, sauf de travailler avec des modulations avec un range limité, ou d'utiliser des polynômes quand vous faites vos modulations qui sont réduits en termes d'ordre, parce que plus l'ordre est important, plus il va y avoir d'harmoniques générées. Donc par exemple, si vous faites des distorsions, si vous faites des modélisations de courbes, si vous utilisez des polynômes très complexes, eh ben, ce qui peut se passer, c'est que voilà, on génère beaucoup d'harmoniques. L'oversampling, qui est une méthode un peu brute force, c'est-à-dire que vous calculez ces calculs à une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus importante que celle utilisée, mais après vous réduisez la fréquence d'échantillonnage en filtrant toutes les harmoniques qui dépassent la fréquence de Nyquist. Donc ça, c'est une possibilité. Ou autrement, vous pouvez faire de la resynthèse, c'est-à-dire que vous travaillez peut-être par exemple dans le domaine fréquentiel à la place du domaine temporel, et après de régénérer les harmoniques telles qu'elles auraient été générées avec la modulation ou avec la distorsion. Donc c'est un petit peu faking the effect, mais ça marche aussi. Donc voilà, donc ça c'est les trois problèmes que j'ai rencontrés, principalement. Et là j'ai choisi d'en illustrer un. Donc c'était par rapport au problème... Ah non, pardon, excusez-moi. Ça c'était encore un problème additionnel, c'était le coût du multirate. C'est-à-dire que dans le Manati, la fréquence d'échantillonnage principale c'est 64 kHz.
c'est à la fréquence à laquelle le signal audio est rendu, mais il y a des modules qui tournent à des fréquences qui sont inférieures. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que par exemple, donc voilà, la fréquence de base 64, la fréquence de Nyquist, c'est-à-dire le mur au-delà duquel vous ne pouvez pas dépasser avec vos harmoniques, c'est 32 kHz. Mais par exemple, la fréquence de bloc, parce que quand on fait du calcul audio, on ne calcule pas forcément sample par sample, on peut calculer aussi par bloc, c'est plus efficace souvent en termes d'algorithme. Moi, j'ai des blocs de calcul qui font 32 samples, 16 samples. Donc du coup, 32 samples, pardon. 32 samples, donc on se retrouve avec une fréquence de bloc de 2 kHz. Et par exemple, pour le moteur spectral, il est actualisé encore en dessous. Il n'est pas actualisé au bloc, il est actualisé tous les 4 blocs. Donc on se retrouve avec une fréquence de mise à jour de spectre de 500 Hz. Ça, c'est un problème, parce que quand vous utilisez des signaux qui fonctionnent à différentes fréquences dans le même signal path, il y a un moment, il va falloir connecter les différents signaux, et vous allez avoir aussi des problèmes s'ils ne sont pas à la même fréquence d'échantillage. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous vous en foutez, vous gardez la dernière valeur, ce qui pose beaucoup de problèmes, et c'est ce qu'on entend sur beaucoup d'anciennes machines, c'est-à-dire les hyponoise, c'est-à-dire si vous changez un paramètre et vous entendez un bzz ou un tcht rapide, c'est souvent dû à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interpolation qui ont été faites pour passer d'une fréquence d'échantillonnage, par exemple des modulations plus basses à la fréquence d'échantillonnage de l'audio. Il y a une autre façon, c'est interpoler linéairement, c'est-à-dire que bon, ben voilà, votre modulation elle a été calculée à une basse fréquence, vous voulez les valeurs intermédiaires, vous tracez une ligne, vous prenez les valeurs intermédiaires, ça marche, ou alors vous filtrez par un premier ordre, c'est-à-dire un filtre, comme j'ai expliqué, résistance condensateur, mais l'équivalent numérique, pour avoir une modulation lissée. Donc bien entendu, en général, celle-ci donne de meilleurs résultats. Des fois, on s'en sort très bien avec l'interpolation linéaire. Et des fois, ça passe aussi avec on laisse tel quel. Donc ça, moi, dans le Magnetis, ça a été choisi en fonction de l'importance des modulations et en fonction de l'impact que ça avait sur l'audio. Donc par exemple, sur le filtre, on est sur la modélisation avec l'interpolation en premier ordre. Et même des fois, certaines modulations sont calculées à la fréquence d'échantillonnage de l'audio pour éviter voilà, les autres problèmes. Donc ça, mais du coup, il n'y a jamais de padding en fait sur les datas, sur les données. C'est-à-dire compléter les données par ah ben si. C'est complété. C'est l'interpolation qui le fait. Alors c'est l'interpolation, ou alors on peut garder le zéro order, c'est-à-dire on garde le précédent. Donc on est obligé de padder, parce que si on fait un trou, on va perdre... Enfin, la modulation, elle va tomber, quoi. Il n'y a pas des effets de bord qui sont faits des effets derrière des effets de bord si on mélange des signaux qui sont... Il y a les données sont complétées par des zéros ou par je ne sais pas trop quoi, et qu'après on passe dans des calculs de traitement du signal, de transfert de Fourier, etc. Il n'y a pas des effets de bord sur les données. Il peut y avoir des bruits de zipper ou des glitches qu'on va entendre, ou des harmoniques, de toute façon, qui vont être générés, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi j'ai une approche cas par cas, c'est-à-dire on vérifie aussi le range de la modulation, et plus les modulations sont rapides, plus il est important de lisser. Voilà. Alors, dernier aspect, c'était la dynamique. Donc ça, je vous en avais un petit peu parlé avant. C'est-à-dire que quand on travaille en 16 bits, le signal il peut être représenté que d'un nombre de moins 32 000 à plus 32 000. Donc ça fait 96 dB de dynamique, ça peut sembler beaucoup. Mais en fait, si on prend en charge les différentes headrooms pour les modules, c'est-à-dire par exemple, il y a 2 DSP dans le Manati, donc c'est-à-dire chaque DSP peut rendre 8 voix, donc il faut être capable d'additionner les 8 voix sans qu'on ait de la saturation, donc il faut garder un petit peu de marge. Vous allez avoir aussi la reverb qui va pouvoir générer des harmoniques qui vont s'accumuler avec le signal, donc il faut garder de la marge. Vous allez avoir la résonance du filtre, vous allez avoir les equalizers et tout ça. Donc si on enlève tous ces espaces qu'on garde pour avoir la dynamique du signal, pour pas que quand vous faites un filtre sweep ou que vous augmentez votre reverb, on entende tout de suite que ça sature ou que ça vienne clipper, on se retrouve avec pas beaucoup de dynamique à la fin. Donc là, moi j'ai fait, ça c'est un cas extrême, j'ai descendu beaucoup, mais c'est vrai qu'arriver à 10 bits pour faire le calcul des oscillateurs, par exemple, en 2024, c'est un peu dommage. Donc du coup, il y a d'autres options.
On peut limiter la headroom, c'est-à-dire on peut dire, ok, moi je calcule la headroom pour 4 voix, 2 voix, et si ça commence à saturer, c'est à l'utilisateur de dire, je baisse mes gains, parce que dans mon cas actuel, il faut que je laisse plus de place. Alors, c'est bien, c'est pas bien, parce que certains utilisateurs vont dire, ah oui, mon synthé, il sature tout le temps, mais c'est à toi de gérer tes gains. Bon, tu connais ça, Stéphane, hein, voilà, c'est un problème. Et si on laisse que de la headroom, ben on se retrouve avec des machines qui ont un niveau de sortie très très faible. Et c'est un peu le cas pour l'instant avec le Manati. C'est-à-dire que les gens branchent, ils disent, ah, il n'y a pas de signal. Ah oui, tu joues une voix sans la reverb, sans les délais, sans les filtres. Et dès que tu commences à additionner, ben ouais, on monte très très haut. Bon, donc on peut limiter la headroom. On peut utiliser aussi des calculs 32 bits à certains endroits, puisque même un processeur 16 bits peut calculer en 32 bits, c'est pas un problème, ça prendra juste un petit peu plus de temps. Il faut faire plus de calculs, mais ça se fait. Par exemple, dans le Manati, les enveloppes elles sont calculées en 32 bits, parce que autrement on n'a pas la résolution suffisante pour avoir la dynamique. C'est pas grave, c'est un compromis. On peut utiliser des systèmes de saturation, c'est-à-dire que plutôt que clipper brutal, on peut avoir un soft clipping. Alors ça change le son parce que ça rajoute des harmoniques, ou on peut introduire un compresseur, un limiteur. Donc moi, ce que j'ai fait dans le Manati, c'est un petit peu le mélange de tout ça. C'est un choix de compromis, c'est ce qui donne le son à la machine. Par contre, j'ai pas introduit de compresseur limiteur. Je vais peut-être le faire, mais si je le fais, je le mettrai en optionnel, que les gens puissent le désactiver, parce que bon, ça peut aussi paraître bizarre que si vous poussez le son, bah, il ne se passe plus rien, ou que la dynamique elle est écrasée juste parce que vous avez rajouté des voix. Donc, à mon avis, c'est un choix. Alors, comment moi j'ai bossé sur la machine en elle-même, parce que voilà, c'est pour répondre à la question de comment c'est programmé. Donc, en gros, moi, j'ai fait pour les parties, alors pas forcément pour les oscillateurs, mais par exemple pour les parties de type filtre, saturation, EQ et tout ça. J'ai fait des modèles à la main, donc qui sont basés sur des circuits classiques, souvent assez bateaux. Hein, je n'ai pas cherché à modéliser des trucs spécifiques. J'ai passé ça sous Spice, donc pour simuler d'abord la partie analogique. Alors après, j'ai triché un petit peu, c'est-à-dire que j'ai remplacé des blocs analogiques par des blocs numériques. Donc là, c'est peut-être pas visible sur la diapo. Mais il y a des condensateurs qui sont mélangés avec des résistances, qui sont mélangés avec des additionneurs, qui sont mélangés avec des soustracteurs, donc qui ne sont pas vraiment des éléments analogiques. Mais ça permet de modéliser un petit peu comment ça marcherait théoriquement. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est à partir de ça, j'ai fait l'équivalent en C, C++, bon, voilà, en flottant, donc c'est-à-dire avec les calculs avec la virgule flottante. Je les ai discrétisés, c'est-à-dire j'ai fait la même chose en virgule fixe, donc reprendre les algorithmes, calculer la dynamique, savoir où poser la virgule, calculer les coefficients. Et après, je me suis tapé la version assembleur qui correspond à la version discrétisée et qui tire avantage des instructions et de la structure de type MAC qui sont offerts par le DSP. Ça a eu un avantage de travailler comme ça, parce que par exemple, j'ai pu développer la distorsion et les modules de saturation sur le Manati en utilisant la division hardware, parce que ce DSP, il a un diviseur hardware, ce qui n'est pas commun, mais ça a permis d'avoir quelque chose de très intéressant soniquement parlant, et à peu de coûts en termes de calcul. Donc ça, c'était un avantage d'utiliser l'approche comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? On peut s'arrêter à l'approche en C, bien entendu. Sur certains processeurs, ça passe. Il y a une approche intermédiaire qu'on peut faire, c'est remplacer certaines instructions par des intrinsèques. Moi, j'ai choisi directement d'aller faire l'assembleur, parce que sur cette architecture-là, des instructions DSP, il y en a 15 ou un truc comme ça, donc c'est pas extrêmement compliqué à mettre en place. Donc voilà, c'était un peu le process pour chacun des modules. Donc ça a pris du temps. L'avantage à la fin de la journée, c'est que la dynamique dans chacun des modules a été évaluée. Moi, j'ai pu vraiment explorer les algorithmes dans tous les coins, et donc on ne se retrouve pas avec des saturations inattendues ou des problèmes qu'on n'aurait pas vu à écrire rapidement une formule et la porter sur la machine, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Et alors, pour faire ça aussi, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai créé des outils. C'est-à-dire que comme la plupart, enfin tous, les algorithmes sont originaux, par exemple, pour la reverb, je n'ai pas commencé par écrire le code assembleur de la reverb. J'ai commencé par écrire un outil qui m'a permis de visualiser quels étaient les pics dans le temps des modules qui génèrent les échos. Ensuite, j'ai pu adapter mon code C, C++.
Et après, j'ai suivi la démarche qui était encore de discrétiser et de repasser en assembleur pour aller dans la machine. Alors, lesson learned. Bon, les conclusions sur ce développement, ça a été très très long. J'imagine que vous pouvez vous imaginer. Ce qui était cool, par contre, à retravailler de cette façon-là, c'est que, bon, ça utilise beaucoup de mathématiques, mais au final, les mathématiques derrière ces algorithmes ne sont pas si compliquées que ça. Je veux dire, il y a des domaines mathématiques qui sont bien plus avancés. Moi, ça m'a permis de me remettre un petit peu à la tâche. Alors, j'ai relu beaucoup de papiers et tout ça, mais ça m'a remis en forme au niveau de... J'espère que ça va me prévenir quelques années d'Alzheimer. Et voilà. On peut faire des très bons algorithmes audio avec très peu de puissance de calcul et avec très peu de ressources. Alors, après, où on met la barre de très bon, voilà, mais je pense que en planifiant correctement, enfin, vous avez tous vu qu'il y avait des reverbs dans les années 80 et tout qui sonnaient très très bien, avec très peu de mémoire et très peu de calcul. Et donc c'est possible, et c'est possible aussi aujourd'hui. Pour pouvoir faire ce genre de software dans de bonnes conditions, il faut commencer par faire une super architecture. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas se lancer en mode vas-y, je vais coder un truc et voir ce que ça donne. Alors on peut le faire dans des bacs à sable, comme les petits outils que j'ai développés pour pouvoir évaluer certaines idées ou certains... Je ne vous en ai pas montré, j'en ai fait un autre qui a permis de développer le moteur de synthèse spectrale, parce qu'il y a eu 4-5 approches avant que j'arrive sur celle-ci. Là, on peut bricoler, on peut s'amuser. Mais par contre, sur une machine comme ça, vraiment avoir une structure bien coordonnée de l'architecture, c'est super important. Et il faut vraiment choisir ces algorithmes pour pouvoir optimiser les ressources qu'on a, quoi. Et encore une fois, sur ce type d'architecture, comparé à un processeur généraliste, si on veut vraiment en faire un usage, il faut passer beaucoup plus de temps à lire la doc que ce qu'on ferait sur un ARM, où on pourrait se limiter à comprendre l'architecture globale, le cache, mais pas forcément aller au détail de comment la mémoire elle est architecturée, bon, même si on peut le faire aussi, hein, ou comment les données sont accédées, quels sont les temps de calcul, quelles sont les contraintes et quels sont les modules qui sont disponibles pour faire des calculs spécifiques. Voilà, et bah, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions. Je peux faire sonner la reverb si vous voulez. Faut voir comment. Attendez. Alors, je vais prendre une dent de scie. On n'entend pas tant que ça. Elle est un peu diluée, mais... Ouais, il est vraiment cassé mon clavier. Attendez. Alors, attendez, pourquoi... Ah, c'est parce que je suis pas sur moi. Voilà, par exemple. Voilà, oui. Il existe des simulateurs de ce genre de processeurs qui permettraient de tester le code sans avoir la machine physique. Ouais, il existait par exemple sur l'archi 56K, il y avait un simulateur Windows où on pouvait faire tourner, je crois, les binaires dessus et voir ce que ça donnait. Ouais. Mais pour celui-là, il n'existe pas. Je crois. Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un simulateur sur l'architecture des SPIC? Je crois pas. Hein. Du traitement offline pour simuler le truc. Ouais, mais un émulateur proprement donné du corps, je crois pas trop. Mais en même temps, une carte de développement, ça coûte 40 € et c'est facile. Les outils de développement, c'est presque comme si on travaillait sur son ordinateur. Le debugger, c'est basé sur
sur comment ça s'appelle, sur la toolchain GCC, donc comment c'est GDB, voilà. Donc c'est vraiment utiliser GDB intégré dans un environnement type Eclipse ou type... donc c'est presque comme si tu développais sur ton PC, quoi. Donc en fait, c'est pas si compliqué que ça. Moi j'avais deux petites questions. Ouais. Du coup, tu es en 32K, tu sors en 32K sur ton codec? Non, 64K sur le codec. Attends, 64K. Ouais, le Nyquist est en 32K, donc la fréquence d'échantillage est en 64K. Ouais. Et un intérêt de faire un peu de sampling Alors, ouais, alors il y a certains endroits, ça peut être intéressant. Le seul problème, c'est que si tu simplifies tes algorithmes, notamment là, sur les modulations et tout ça, plus tu descends en sampling, plus tu vas avoir d'artefacts, ou plus tu risques d'avoir du repliement. Mais par contre, si tu augmentes trop la fréquence d'échantillonnage, il y a un autre problème qui se passe, c'est que la résolution de tes coefficients, notamment dans les filtres pour les polynômes, elle devient plus suffisante en basse fréquence. Donc tu es un peu coincé. Alors moi, le compromis de 64, ça passait. Maintenant, j'aurais bien aimé avoir une octave de plus en résolution sur mes coefficients, c'est-à-dire d'avoir des coefficients 17 ou 18 bits pour faire les calculs, parce que je ne pouvais pas monter plus que ça la fréquence d'échantillonnage, quoi. Donc là, il y a un vrai compromis. Là, c'est vraiment la résolution des coefficients. Et après, du coup, sur la compression, Ouais. tu comptes faire une compression par voie ou une compression de voie? Non, par partie, j'aurais fait. Par partie. Ouais. Si je mettais ça en place. Les parties, c'est les groupes de voix, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est des groupes avec le même timbre. Ouais. Moi, j'étais surpris en l'écoutant, en bidouillant, que le filtre se transformait en bruit à un certain moment. C'est ce que tu as expliqué là? Ça peut arriver, ouais, dans certains cas, ouais, quand tu descends très très bas en fréquence, que la résolution fait que tu aies beaucoup de bruit de quantification. Alors beaucoup, je sais pas si on va l'entendre ici, mais... Après, ça lui donne de la personnalité, quoi. Ça fait du son. Pourquoi je peux pas descendre plus que ça? Alors attends, je vais juste le descendre. Hop. Je pense que le plus simple, ce sera de la tester sur le stand. Hein. Venez tester avec le casque. Je pense que... Parce que là, je ne vais pas être capable de faire rapidement une démo. Merci. Eh bien, de rien. Ouais. J'espère que ça n'a pas été trop long.